Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour notre 6e épisode déjà de cette belle série, perpétuelle série qui vise à vous présenter des mondes que j'ai la chance d'avoir en expertise et vous montrer un petit peu ce qu'il faut regarder, tout simplement aussi admirer des pièces qu'on n'a pas l'occasion de voir tous les jours. Chers amis, aujourd'hui une sélection de 6 magnifiques pièces qui seront mises en vente aux enchères chez JKLO le vendredi 5 décembre à partir de 14h en salle 2 à l'hôtel Drouot. Vous allez voir, c'est juste fantastique. Et là, c'est vraiment et seulement sur les Rabillards. On vous parle tous les jours de complications, de choses extraordinaires qu'on peut faire en horlogerie, mais avant tout, et ce que j'ai dans le cœur, ce que j'aime comme recherche en horlogerie, ça va être la quête de la précision, ce qui a toujours animé finalement les horlogers depuis l'apparition des premières horloges totalement mécaniques, monumentales à poids, jusqu'à nos jours. On oublie seulement qu'il y a quelques siècles, le fait d'avoir une montre précise, ça pouvait parfois jouer entre la vie et la mort. En tout cas, il pouvait dépendre de beaucoup de choses, d'un chronomètre précis. Et on va commencer cette sélection avec 3 chronomètres, et en particulier 2 chronomètres de marine qui sont dans leur boîte en acajou, qui sont signés de l'horloger Dent. Et je vais vous raconter un petit peu de quoi il en sort. Le plus beau et le plus grand pas de la chronométrie, il se passe au XVIIIe siècle en particulier, autour des années 1730 et 1750. Il faut alors parler d'un certain horloger autodidacte, John Harrison, qui s'est évidemment formé de tous les travaux de Christian Huygens, qui va travailler sur le spiral, sur la précision, vous savez, le spiral qui est lié au balancier, et qui va permettre d'aller atteindre des précisions jamais vues encore en horlogerie. L'Angleterre d'alors est prête à récompenser d'une somme extrêmement importante, je crois qu'on parle d'environ 20 000 livres, celui qui pourra développer des techniques, développer des objets qui permettront exactement de connaître la longitude, puisque le mot-clé, c'est bien la longitude qui va permettre aux navires partant d'Angleterre, ou d'ailleurs d'un peu partout à travers le globe, de savoir à peu près se repérer dans les océans du monde et pouvoir aller d'un point A à un point B de la manière la plus précise possible, surtout de la manière la plus sécuritaire possible. Pour cela, on a besoin d'avoir l'horloge la plus précise possible, et c'est dans cet effort-là que John Harrison va développer des outils exceptionnels. On parle de l'objet H1, l'horloge H1, jusqu'à l'horloge H4, qui sont des objets de précision chronométrique très avancés pour leur temps. Cette horloge, l'horloge H1, qui est vraiment monumentale et qui est conservée, je crois, au Royal Museum en Angleterre, est juste une horloge qui va être mise à bord d'un navire, et peu importe la façon dont le navire se comporte, peu importe les chocs et peu importe la stabilité du navire, va toujours avoir une grande précision. Grâce à l'heure précise, on peut déterminer la longitude, et grâce à la longitude, on peut à peu près savoir où on se trouve sur un des points du globe. Et vous imaginez que pour des efforts de navigation, c'est très précis. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la longitude, ça va être la position est-ouest, et que sur une carte, on voit la longitude par rapport à tous ces méridiens qui sont tracés, qui passent par le pôle Nord et le pôle Sud, et qui font comme ça tous ces cercles à partir du méridien de Greenwich, et d'est en ouest à partir du méridien de Greenwich. Si vous avez donc la longitude, vous avez la mer, si je puis dire, et donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'outils très précis. Qu'est-ce qu'une horloge de marine? Une horloge de marine, elle est souvent présentée dans une boîte en bois, alors ici une boîte en acajou. Elle est suspendue, si je puis dire, grâce à un système à cardan, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a déverrouillé le système, parce que pour la transporter, l'horloge est plutôt fragile, il faut faire attention, tout est verrouillé, et quand on déverrouille le système, on va avoir une horloge qui, si on l'incline, reste toujours parallèle au plan sur lequel on se trouve. C'est-à-dire que si vous êtes sur un navire et que le navire, d'un seul coup, commence à prendre une vague un peu en avant comme ça, j'ai pas tout le lexique marin, la montre va se pencher également. Donc, on va jamais perturber trop fortement la précision chronométrique et la chronométrie tout court de la pièce. Ici, plus particulièrement, chers amis, on a le plaisir d'avoir 2 chronomètres de marine dans des boîtes en bois, 2 chronomètres de marine qui ont été réalisés par la même société, à savoir Dent, D-E-N-T, du nom de Edward John Dent, qui était un grand horloger anglais, et elles ont 2 périodes distinctes. La première qui date d'environ 1840, donc du vivant de Edward John Dent, et la deuxième d'environ 1905. Ce qu'il faut savoir, c'est que Edward John Dent, il est né en 1790, et à l'époque, vous savez, parfois les vies sont compliquées, en particulier à Londres. Il commence à travailler comme cirier, hein, vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire ceux qui vont fabriquer tout ce qui a trait à la cire, en particulier les bougies. Il est vite attiré par les travaux de son cousin qui est horloger, qui s'appelle Richard Ripon. Il commence à fabriquer des chronomètres de marine dans les années 1820 et soumet son premier chronomètre à l'Observatoire de Greenwich en 1826. C'est un peu la date importante à retenir. La société qui va créer va mettre au point des chronomètres de précision pour la navigation, la Royal Navy, et pour certains des explorateurs. Alors,
intéressant à l'époque. Il va s'associer, et ça faut le dire, avec John Arnold, qui est un autre grand horloger de l'époque, de 1830 à 1840. Il va ensuite s'installer seul à partir de 1840 et son entreprise fut un véritable succès. Edward John Dent, il décédera en 1853. Et tout ça pour vous dire que le premier chronomètre de Varin d'environ 1840, il est bien du vivant de Dent quand il s'est installé seul à son compte. J'aime beaucoup cette pièce parce que c'est un peu une boîte à surprise. Dès qu'on l'ouvre, on a la vue sur cet objet qui est juste incroyable. Comme je vous le disais, donc l'horloge qui est montée sur un système à cardan. Ici, avec sa petite clé de remontage qui permet aussi évidemment de mettre à l'heure la montre directement en la mettant sur l'axe central. Vous avez un cadran qui est plutôt simple, une minuterie chemin de fer, des index en chiffres romains qui sont gravés dans le cadran, puis ensuite peints en noir. Vous avez la petite seconde à 6 heures et vous avez la réserve de marche d'un peu plus de 2 jours, 56 heures très exactement, à midi. J'apprécie tout particulièrement ces aiguilles bleuies et en particulier l'aiguille des heures avec cette forme poire qui est juste divine. Pour accéder aux organes principaux d'un chronomètre de marine, il faut dévisser comme ça la lunette, ce qui permet en démontant tout le système ensuite d'aller chercher directement le bloc cadran mouvement. À l'intérieur, on trouve un mouvement bien particulier, un mouvement, si je puis dire, à plusieurs étages qui sont un peu comme les montres avant, les calibres Lépine très fins de la fin du XVIIIe siècle. Ici, on va avoir tout d'abord, tout en haut, si je puis dire, de l'édifice, le balancier et son spirale. Ici, des spirales hélicoïdaux, cylindriques, si je puis dire, qui vont dans toute la longueur exprimer leurs allées et retours. Tout simplement un système beaucoup plus précis pour les chronomètres de marine et dans certaines montres de poche, mais c'est très très rare d'en trouver. Et ce système de balancier spirale est associé à un échappement à détente. Un échappement à détente est très intéressant. Il va fonctionner au coup à coup, c'est-à-dire que pour chaque aller-retour de l'échappement, vous allez avoir le dégagement du balancier, ce qu'on appelle un échappement libre, c'est-à-dire qu'une fois toutes les secondes, la roue d'échappement va se retrouver libre, c'est-à-dire elle va pouvoir avancer seule avec la force que lui est donnée par le ressort du barillet et va directement être stoppée par la suite par le ressort qui vient avec une dent fermer tout ce cycle, si je puis dire. Et en fait, contrairement aux autres échappements, ce qui distingue l'échappement à détente, c'est qu'il transmet au balancier une impulsion par oscillation. Et alors, on parle aussi d'échappement à coup perdu. L'avantage, c'est que c'est très précis. Le désavantage, c'est qu'une fois qu'on lui a donné un gros coup, parfois, il peut se dérégler l'échappement et ne plus fonctionner. Donc, il faut quand même qu'il soit bien réglé et que l'horloge soit bien installée. Elle peut subir des grosses vagues et des changements de position, mais pas de coups violents. Et évidemment, on va retrouver tout ce qu'on aime dans ce type de pièce, à savoir un système de fusée et chaîne que vous voyez bien sur les images de Valentin. Vous vous rappelez le système fusée-chaîne qui est un très très ancien système qu'on observe déjà au XVe siècle. C'est un système qui va permettre de contrôler l'énergie déployée par le ressort de barillet pour avoir une énergie constante tout au long de la marche de la montre et pas une énergie forte d'un seul coup et ensuite une énergie qui décroît très rapidement. C'est-à-dire qu'on va transmettre au reste des organes de l'horloge ou de l'objet horloger de l'énergie constante tout au long de la marche de la montre. Ce premier chronomètre de marine, il porte le numéro 2028. Il a été créé par Dent autour de l'année 1840. Chers amis, dans cette vente, il n'y a pas un chronomètre de marine, il y en a bien deux. Le second est très similaire au premier, donc je ne vais pas revenir dans tous les détails, mais il est un peu plus récent, il date du début du XXe siècle et on pense autour de l'année 1905, toujours signé Dent, évidemment pas de son vivant, puisque après l'entreprise a eu quelques péripéties. En effet, après sa mort en 1853, l'activité de l'entreprise va être perpétuée par ses deux beaux-fils, Richard, Edward et Frédéric, qui prennent tous les deux le nom de Dent. À la mort de Frédéric en 1860, après une bataille légale, c'est sa mère Elisabeth qui récupère sa part de l'entreprise et la renomme E. Dent Co. À la mort de Richard Edward, qui s'occupait de la boutique de la rue Coxpour, sa femme a repris l'entreprise sous le nom de MF Dent. Donc les deux parties de l'entreprise citées précédemment, elles se réunissent en 1920, mais la branche de la famille qui nous intéresse pour celle-ci, c'est bien E. Dent Company. Ici, comme je vous le disais, une pièce très similaire, si ce n'est pas exactement la même, légèrement différente dans la structure du mouvement, mais tous les organes vitaux sont les mêmes. Elle est juste signée différemment. À cette époque-là, et pour des raisons de contrefaçon, on identifie la marque Dent avec un triangle à l'extérieur. C'est pourquoi sur le cadran, on trouve Dent avec un triangle. On trouve l'adresse également qui a changé, 61 Strand and 4 Royal Exchange,
qui est directement gravée puis peinte sur le cadran, mais on a exactement le même système de chronomètre de marine, toutefois 1905 et pas 1840. Et je vous rassure, même en 1905, on utilise encore des chronomètres de marine. Chers amis, je vous ai dit qu'aujourd'hui on parlerait de chronométrie, donc après ces deux très beaux chronomètres de marine signés Den, j'ai envie de vous parler d'une montre de poche signée Parkinson Frodsham et en profiter pour vous dire deux mots sur ces trois objets magnifiques, donc deux chronomètres de marine et une montre de poche avec un échappement à détente qui est également une montre de poche très précise. Ces trois montres, elles ont appartenu à un ingénieur qui avait un goût très intéressant et très passionnel pour tout ce qui était lié à la précision, à la chronométrie. Et c'est lui qui a légué à ses enfants ces trois magnifiques pièces qui sont aujourd'hui en vente. Je pense qu'il serait très fier de voir que ces pièces vont aller à des collectionneurs et à des collectionneurs avertis, j'en suis certain. Quoi qu'il en soit, chers amis, une troisième pièce, une montre de poche signée Parkinson Frodsham London, du nom de deux grands horlogers. Et donc vous aurez compris évidemment que quand on parle de chronométrie, l'Angleterre a eu un poids énorme. Parkinson Frodsham, c'est une entreprise spécialisée dans le commerce de chronomètres de marine et de poche de très très belle qualité qui a été entre autres fournisseur de la Royal Navy, fondée en 1801 par William James Frodsham qui nous quittera en 1850 et William Parkinson décédé vers 1842. De 1801 à 1890, son adresse était le 4 Change Alley. Après la mort des fondateurs, l'entreprise fut reprise par les fils de William James Frodsham. Les pièces qu'on a entre les mains, chers amis, datent d'environ 1865 et ça, on peut le dire, grâce à la gravure qu'on va trouver sur le fond de boîtier, vous le voyez sur les images de Valentin. Cette gravure, elle indique « Presented to Walter Ferguson by the parents of boys attacked by scarlatina at Marlborough College in 1870 in grateful remembrance of his unremitting attendance, skill and kindness ». Tout simplement le cadeau d'une communauté de parents dont les enfants avaient été atteints de la scarlatine. Vous voyez, on parle toujours d'horlogerie, on parle de précision, on parle de complications, mais aussi ce qui est marqué sur la montre, leur provenance est toujours fort intéressante. Et ici, on sait que cette montre de poche a appartenu à un éminent médecin anglais. La famille Fergus est une famille de médecins assez connue de Glasgow, et en particulier en 1849, Walter Fergus, il est nommé médecin du Marlborough College du Wiltshire, et c'est là qu'il va justement faire cette belle et grande mission, ce pourquoi il se verra offrir cette magnifique montre de poche. Cette montre de poche a un visage plutôt simple avec une minuterie à traits noirs, des index chiffres romains en décalque noir. Évidemment, la beauté d'aiguilles bleuies, en particulier avec cette aiguille des heures de forme poire bleuie également, une petite seconde à 6 heures. Évidemment, la magie s'opère quand on ouvre la montre et là, on découvre justement le texte sur le cache-poussière, exactement ce que je vous indiquais, le fait que la montre a été offerte à Walter Fergus pour ses bons et loyaux services en tant que médecin en 1870. Intéressant, à l'intérieur du fond de boîte, on a des poinçons anglais pour l'or qui permettent de dire avec certitude que cette montre-là a été produite à Londres l'année 1865. Vous savez, le système anglais de poinçons est plutôt simple avec des symboles pour les villes et des lettres, des systèmes de lettres avec différentes typographies pour les années, ce qui permet d'affirmer ici que la montre a été faite en 1865. Deuxième surprise à l'ouverture du cache-poussière, on découvre évidemment, même si ce n'est pas un travail allemand, une platine 3/4 avec quelques mentions gravées, notamment Change Alley London, Parkinson Frodsham. On ne peut qu'apprécier toujours la majesté du pont de balancier avec sa vis bleuie, son réglage fin de raqueterie, et on va avoir évidemment des vis bleuies aussi sur le reste de la platine avec des chatons en or qui vont venir couvrir les pierres, vous savez, pour protéger un petit peu et montrer surtout le savoir-faire horloger qu'on peut insuffler dans ces magnifiques pièces. Et ce qui est très intéressant, et là je fais un petit clin d'œil au chronomètre de marine qu'on vient de voir, c'est dans cette montre de poche, on a un échappement à détente par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire très précis, un coup par oscillation, ce qui fait que l'échappement est libre une fois par oscillation, ce qui va être d'une grande précision, mais ce qui est aussi un peu fragile. Il faut éviter les coups pour éviter de déranger tout ce petit système qui fonctionne de la plus belle des manières. Voilà pour cette dernière pièce pleine de chronométrie, pleine de poésie et pleine d'une belle provenance qu'on apprécie toujours quand on parle d'objets horlogers. Je vous propose maintenant de revenir dans la réalité des montres bracelets, qui est une très très belle réalité également, et je vais commencer en vous parlant d'une très très belle pièce que j'ai déjà vue par le passé, qui n'est autre qu'une IWC, International Watch Company, ici dans un boîtier coussin probablement des années 1930, qui présente vraiment un cadran très caractéristique de ces pièces-là, avec une minuterie chemin de fer, de larges index qui ont été peints ici en matière luminescente radium, un petit peu plus puissant que le tritium, vous savez, qui sera arrêté à la fin des années 50, au début des années 60. Deux aiguilles bleuies cathédrales avec leur large dose de matière luminescente également, une petite seconde à 6 heures, et surtout voilà un boîtier coussin d'une taille modeste mais très élégante au poignet, un boîtier en or
14 carats et à l'intérieur, vraiment un calibre IWC de très très belle facture, extrêmement simple, empierré au centre avec des chatons pour justement maintenir les pièces, un réglage assez fin du spiral de balancier et une pièce vraiment dans un excellent état. Une pièce dont le boîtier a été fabriqué en Suisse et ça, chers amis, vous le voyez sur le fond de boîtier, ici fond de boîtier à charnière, vous avez un poinçon écureuil, c'est sympa parfois. Dans les poinçons, on a des petits animaux qui viennent nous rendre visite. Vous savez que même parfois pour l'argent, en Suisse, vous avez un poinçon ours pour l'argent 900 millième. Ici, vous avez un poinçon écureuil qui signifie que le boîtier est bien en or 14 carats. Pour terminer cette sélection de montres qui seront mises à la vente chez JKLO le vendredi 5 décembre, un peu de sport, un peu de Rolex avec une Rolex GMT Master 2, la référence 16710. Ici, une pièce qui, par son numéro de série, nous donne une production au début des années 2000 et qui, malgré son état totalement neuf et une montre plutôt récente vis-à-vis de ce que je viens de vous présenter avant 1930, 1865, 1840 et 1905, une pièce plutôt intéressante dans l'histoire des montres GMT chez Rolex, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la GMT Master 2 apparaît en 1982 et qu'elle introduit un nouveau calibre, le calibre 30-85, qui va être particulièrement intéressant. Il va permettre de régler indépendamment l'aiguille des heures au premier niveau de couronne, ce qui va permettre d'en faire un GMT de voyageur. C'est-à-dire que vous allez tout d'abord en deuxième position régler toutes les aiguilles dont l'aiguille de GMT et en particulier l'aiguille de GMT. Et ensuite, imaginons que vous passez d'un fuseau horaire à un autre en prenant un avion cet après-midi, ben vous allez directement modifier l'aiguille des heures pour dire que votre heure locale a changé, mais l'heure de référence, l'heure ailleurs, l'heure poétique ou l'heure où sont vos proches, elle n'a pas bougé. La référence 1710 en particulier est introduite à la fin des années 80, 1989 pour être plus précis, et elle va dévoiler un calibre 31-85, l'évolution du calibre 30-85 dont je parlais juste avant. La différence, ce sera qu'il sera un peu plus fin et donc on va quitter les petits surnoms d'oiseaux de Fat Lady pour la 16-760 pour passer à une montre un peu plus fine avec la 16-710 ici dans un état remarquable, franchement. Alors, on n'a pas la beauté du tritium sur les index, on a déjà du Luminova, mais la montre est dans un état remarquable avec son bracelet d'origine, très peu rayé. La montre était très très peu polie, donc on a encore un peu de chanfrein, on a un peu de volume, de beau volume même sur ce boîtier. Et ça me permet de finir cet exposé avec un peu de montre sportive, chers amis. J'espère que cet épisode 6 de notre série perpétuelle pour la vente qui aura lieu chez JKLO le vendredi 5 décembre à partir de 14h vous aura plu. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire et surtout nous dire, et ça me touche toujours personnellement, laquelle est votre favorite. J'espère que ma petite histoire de chronomètre de marine vous aura plu. J'espère un jour entrer davantage dans le détail avec vous. En tout cas, bonne chance pour vos enchères si vous en mettez et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.